Alors, bonjour aux entrevues Inspirer l'équilibre. Aujourd'hui, je reçois Marie-Ève Lejour. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Hélène. Ça va bien? Ben oui, merci de me recevoir. J'attendais ce moment depuis un bout. C'est bon? Ben, merci à toi de participer. C'est vraiment génial de ta part de faire ça pour nous. Tu es la fondatrice de la Savonnerie des Diligences, c'est ça? Oui, exactement. Exact. Donc, c'est une entreprise qui existe depuis plusieurs années. Ce qu'on pourrait dire, c'est une pionnière dans le milieu du zéro déchet au Québec. En tout cas, pour moi, en tout cas, c'est ce que tu es. J'aimerais ça, s'il te plaît, que tu te présentes, que tu dises c'est qui Marie-Ève Lejour et que tu nous parles de ton parcours qui t'a mené à créer la savonnerie. OK, un beau programme. Merci Hélène. Je suis touchée que tu me considères comme une pionnière. En fait, tout ce que j'ai fait dans mon parcours, je l'ai fait par intuition, observation, analyse, mais je suis d'abord une femme d'intuition. J'avais pas prévu me retrouver dans le savon. Je suis arrivée un petit peu là par hasard. J'avais pas nécessairement de plan de carrière bien établi, mais j'ai fait un bac en littérature française. Je viens de Montréal. Je me suis installée à Eastman en 2003. Puis en 2005, j'ai co-créé avec le père de mes enfants, mon conjoint de l'époque, la savonnerie sur le chemin des diligences, donc à même ma résidence personnelle. Et puis, on a commencé à faire du savon. On est vraiment tombé en amour avec ce médium-là qui est devenu au fil des ans un véhicule de valeur en réalité. Je pense que ça nous a permis de nous exprimer vraiment, délimiter qui on est, puis créer un produit de consommation éco-responsable. Mais aujourd'hui, je dirais, avec les gens qui gravitent autour de la savonnerie, que c'est devenu vraiment autre chose, puis un véhicule de valeur. Donc, la savonnerie, en réalité, elle a été 11 ans en tout dans ma maison. J'ai eu une séparation conjugale en 2012. Je suis devenue actionnaire unique en 2013. Entre ça, j'ai eu des enfants, donc 2 enfants qui ont maintenant 13 et 16 ans. Et puis, on a finalement déménagé ici. Moi, là, je te parle de mon bureau d'Austin. Donc, on a déménagé dans cette bâtisse-là seulement en 2017. Donc, 11 ans et plus après la création de l'entreprise. Donc, on a construit un bâtiment et puis on a déménagé l'ensemble des activités de fabrication, boutique, service à la clientèle, tout ça, le siège social de l'entreprise. Et puis, rapidement, en fait, parce qu'on était vraiment en croissance depuis 2014, comme tu as dit, c'est vrai qu'il y a 15 ans, on parlait pas beaucoup de savon naturel, puis aujourd'hui, ben c'est plus populaire, puis on était chanceux d'être déjà installés quand la vague est arrivée, qu'elle nous a effectivement propulsés. Donc, on a eu une belle croissance, je dirais, depuis 6 ans. Ce qui a fait que rapidement, Austin, c'est déjà devenu trop petit. Et puis l'année passée, on a acheté, donc en 2019, une nouvelle bâtisse, une nouvelle installation qui est située à Bolton-Est, donc à 7 minutes d'Austin, où est-ce qu'on est en ce moment. Et puis, au départ, c'était pour avoir plus d'espace, développer, avoir un autre atelier de production, de fabrication. Mais comme tu sais, et plusieurs gens savent, on a été inondés le 1er novembre dernier. Alors, on n'avait pas prévu ça, mais on a finalement rapatrié toutes nos activités de production là-bas. Donc, maintenant, ici à Austin, il y a des activités de vente, donc boutique, café, service à clientèle, comptabilité. Le siège social est toujours ici, mais toute la production est concentrée à Bolton-Est. Donc, la savonnerie en chiffres, aujourd'hui, c'est 45 employés, 350 points de vente partout au Québec. Puis nos activités d'affaires, essentiellement, on fabrique, on distribue les produits sur notre propre catalogue. On fait des produits sur mesure aussi, donc des produits en marque privée pour d'autres entreprises. On a un site web transactionnel, ça fait déjà 12 ans. On a une boutique ici physique, un café. Donc c'est ça qu'on fait un petit peu. Ça fait un portrait global de toutes les activités qu'on fait. Là. Tu vas beaucoup parler de la savonnerie, mais
qu'est-ce qui a fait, tu as dit, tu as survolé un peu le fait que vous vous êtes mis à faire des savons, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de faire des savons? Pourquoi des savons meilleurs pour la peau, pour la santé et tout? Qu'est-ce qui vous a apporté à faire ça? En réalité, moi, j'avais une problématique personnelle d'eczéma. Puis j'étais vraiment à la recherche de produits. Au départ, je voulais juste sans parfum le plus naturel possible, mais j'avais une idée très floue de c'était quoi naturel. Donc, on a commencé à faire des savons sans huile essentielle, sans odeur, sans rien. Et puis, j'ai constaté une grosse différence sur ma peau. Je pense qu'on était aussi à la recherche d'une façon de s'exprimer. Donc, créer quelque chose, un leg, c'était pas la première idée d'entreprise qu'on avait, mais ça a été la meilleure finalement. Puis, donc, il y avait ce désir-là, je pense, de créer une entreprise avec nos valeurs ou avec mes valeurs. En tout cas, j'étais toujours la bête noire en entreprise qui voulait composter, récupérer, trier, réutiliser. Puis, je vivais beaucoup de frustration. Donc, je pense que j'étais vraiment satisfaite au moment où est-ce que j'ai pu... tu sais, ça allait tellement plus vite. J'avais pas personne pour m'arrêter dans ma motion pour ma quête environnementale. Donc, c'est un peu ça. Puis, tu sais, je me suis beaucoup re-questionnée au courant de mon parcours parce que ça fait 15 ans. Puis, à un moment donné, pour moi, la protection de l'environnement, ça a toujours été de soi. Ça a toujours été au cœur de moi, je pense, puis de ma famille aussi. On était très jeunes, puis ma mère, c'est dans les premières qui recyclait sur notre rue, puis tout ça. Puis nous autres, on parlait de consommer moins aussi. Mais au fil des années, tu te rends compte que finalement, ta production grossit, puis c'est plus l'impact écologique que tu avais comme avec une certaine taille d'entreprise est beaucoup plus grand quand tu grossis aussi, puis tu as plus d'employés, puis tu as plus de trucs à gérer. Fait que c'est un peu ça qui nous a amené à réévaluer. Là. Puis c'est là qu'on est rentré vraiment plus dans le zéro déchet avec un système de pots qui sont consignés puis réutilisés dans la production. Là. Ça a été plus tard. Mais je dirais, c'était vraiment, pour moi, la savonnerie, c'est des valeurs d'abord, appuyé par un produit ensuite. Puis c'est vraiment la raison qui a fait que je me suis lancée en affaires. OK. Ben merci. Ça fait un beau tour complet de toi et de l'entreprise. Tu parlais justement de réutiliser et tout. Tu as fait un partenariat avec Loop. Oui. Donc, ça, c'est un partenariat qui permet d'éviter le gaspillage alimentaire? En réalité, le gaspillage alimentaire, c'est plus la partie Loop. Donc, ils s'en vont dans des entrepôts et puis ils vont presser des jus de fruits et légumes qui sont destinés à être jetés. Alors, nous, ce qu'on a fait avec Loop, c'est qu'on a pu, parce que c'est pas juste de les réutiliser, ces jus-là, c'est ensuite de les utiliser puis de les vendre. Donc, lui, il cherchait, donc David Côté, le fondateur, cherchait à avoir des débouchés divers pour ces jus, finalement, pour permettre, parce que plus qu'on les réutilise, là, en ce moment, il est capable de presser juste une partie des fruits et légumes qui sont jetés parce qu'il faut qu'il trouve des débouchés de vente. Alors, l'idée, c'était d'utiliser ces jus-là dans la confection d'une gamme de savons. Mais on est allé plus loin, donc on s'est dit si on pouvait réutiliser, travailler avec de l'huile usée aussi, là, on aurait vraiment un impact plus grand là, parce qu'on aurait très peu de matières premières neuves, si on veut, ou en tout cas de première source là, dans notre production. Alors, on travaille avec de l'huile usée. Ça, c'est le contact de David. Il y avait un ami restaurateur à Montréal. Donc là, c'est un petit peu plus difficile en ce moment d'avoir cette huile-là là, à partir de la COVID. Mais on a été chanceux quand même, on a réussi à en avoir. C'est de l'huile de falafel réutilisée. Donc, mais qui est une huile de base de tournesol biologique. Donc, la partie que vous réutilisez dans votre cas, c'est vraiment l'huile. Il n'y a pas la partie des fruits, légumes, etc. Oui, bien l'huile et on intègre les jus de l'eau qui sont pressés, dans le fond, qui sont des jus de fruits et légumes rescapés, si on veut. Donc, on utilise des jus dans tous les savons là, de l'eau. Ces jus-là seraient jetés par manque de clients, si je comprends bien. Ben non, parce que c'est plus les fruits et légumes.
donc qui sont en surnombre, qui sont jetés OK. lorsqu'il n'y a pas de débouché pour les jus. Ils vont presser le jus quand ils ont des clients à qui OK. ils peuvent en vendre. Mais c'est ça, le jus, il n'est pas jeté, là, ça, c'est sûr. Mais ça prend des clients pour faire du jus, finalement. Donc, c'est une façon de passer le jus pour justement augmenter la capacité de récupération. Oui, Mais puis en fait, c'est aussi premièrement, d'utiliser ces fruits et légumes-là, mais que les gens, les grands distributeurs alimentaires, ils puissent obtenir puis à la fin, en bout de ligne, les producteurs aussi, qui puissent obtenir des sous contre la production de ces fruits et légumes-là, puis qu'on puisse continuer donc, pour éviter le gaspillage alimentaire, en somme, il faut absolument que ces fruits et légumes-là, on trouve une autre façon de les utiliser que de les jeter. Donc, parce que sinon, le prix augmente, puis là, ben, c'est une roue qui tourne. oui, c'est ça. C'est une roue qui tourne. C'est un produit qui est de consommation circulaire, mais c'est une roue qui tourne aussi si c'est pas fait. Donc, Exactement, oui. Loop, c'est pas ton seul partenaire. Des Non, partenariats aussi avec Chic Frigo Sans Fric, les oui, Trappeuses. oui. Ça, c'est des partenariats qui datent quand même d'un certain temps. Oui, chez Frigo, ça va faire 2 ans. Les Trappeuses, ça va faire 4 ans déjà. Et puis, dans le fond, c'est que nous, on s'est rendu compte qu'on était... ça nous stimulait beaucoup la co-création parce que ça amène beaucoup d'idées. Ça amène beaucoup d'énergie aussi dans la promotion. Donc, il y a comme une vibe de 2 entreprises qui se marient pour un projet. C'est vraiment le fun. On a aussi un partenariat avec Alixia pour les huiles essentielles, mais on avait l'habitude de faire les expos ensemble. On a beaucoup de clients sur mesure avec qui on est très, très proches, comme Monica, puis d'autres clients aussi. Donc, en fait, c'est qu'après ça, tu es deux réseaux à travailler dans le même objectif, fait que ça t'amène plus loin qu'en étant tout seul. Là. La co-création, c'est très stimulant. Là. C'est travailler en équipe, finalement. Ça, c'est important pour toi, le travail en équipe. Tu as été nommé boss de l'année ou quelque chose comme ça récemment? Ouais, très bien. Félicitations. J'étais très honorée d'avoir ce titre-là, surtout que j'avais été nommée par 2 de mes employés. Et puis ça, c'est très, très rare. En fait, c'était, je pense, pas arrivé, ou en tout cas très, très rare avant. Alors, 2 étudiantes employées qui m'ont nommée meilleure boss. Alors, je pense que moi, ben, que j'ai eu dans des équipes de 10, 20 ou 30 ou 45 maintenant employés, moi, je travaille toujours avec vraiment la personne individuelle, ses besoins, puis je la considère dans ses capacités puis ses talents. Puis je dis je, mais en réalité, on est toute une équipe de travail avec la même philosophie. Je pourrais pas le faire tout seul maintenant. L'amour se multiplie, mais l'attention se divise. Donc, c'est pas évident d'avoir la même attention pour 45 personnes que lorsqu'on est 5. Mais je pense que ça a toujours été le souci. Puis, là, la rentrée scolaire, entre autres, il y avait beaucoup de bouleversements. Fait que, on prend le temps, puis le pouls de nos étudiants sont rentrés à l'école. Fait que cette semaine, on a rencontré quelques-uns pour dire, bon, puis comment ça va avec le nombre d'heures, tout ça, c'est correct, il faut prévoir des variations pour tes examens, tout ça. Fait que je pense que ça, c'est apprécié parce que je pense que c'est une pratique peu répandue. Fait que ça doit être pour ça, je suppose. Tu pratiques, sans peut-être même le savoir, le slow working avec tes employés. Je vais dire avec tes employés parce que je ne suis pas sûre que toi, tu le pratiques tant que ça, mais je pense qu'avec tes employés, pour toi, c'est important quand même. Moi, je suis slow là en ce moment, plus qu'avant. Euh, En fait, c'est notre grand mot, notre grande intention de 2020, nous, en équipe, c'est ralentir. Juste parce que, par la force des choses, on a une année faste pas mal avec l'inondation, justement, puis la COVID, tout ça. Puis je pense que ça nous a permis de prendre un souffle, puis on a pris un pas de recul, puis on essaie de plus planifier au lieu de se lancer, là. C'est vraiment ce qu'on fait. Justement, pendant la COVID, on a travaillé sur un système de gestion d'inventaire pour s'améliorer. On savait on était moins occupés, c'était plus tranquille. Donc,
C'est ce qu'on a fait. Fait qu'on prend toutes les opportunités, je pense, pour prendre un respire, s'arrêter, puis avancer. Je pense que c'est juste comme ça qu'on va s'en sortir, puis être capable de s'adapter aussi à tous les changements, parce que le challenge est vraiment quotidien en ce moment. Je veux dire, ne serait-ce qu'avec toute l'information, c'est la quantité astronomique d'informations qui est véhiculée partout, sur toutes les plateformes, dans les médias, de un à un, par toutes les façons numériques possibles. Je pense que de juste prendre un petit peu de temps pour analyser, réfléchir, puis ensuite agir, c'est rendu presque obligatoire. Sinon, on va juste faire beaucoup, beaucoup d'erreurs. Les erreurs font qu'on devient encore plus occupé, donc l'idée de ralentir est encore plus loin dans ce temps-là. Oui, oui. Bien, les erreurs sont bonnes, sont formatrices quand elles nous permettent de nous dépasser, d'apprendre, puis d'aller plus loin, mais idéalement, on ne répète pas plusieurs fois les mêmes erreurs parce que là, effectivement, ça coûte cher. Oui, c'est ça. Puis, est-ce que tu trouves ça difficile de ralentir? Oui, vraiment. Je trouve ça super difficile. J'ai souvent dit, moi, je ne trouvais pas la vitesse intermédiaire, celle en vite puis arrêter. Là. Je ne connaissais pas cette vitesse-là. Puis c'est bizarre que tu me poses cette question-là parce qu'en réalité, je pense que c'est la pandémie qui me l'a emmené parce que moi, ben, on se connaît un peu, puis tu sais que dès que je suis en vacances, je voyage, puis je m'en vais à droite, à gauche, puis c'est pour ça que j'arrête rarement. Puis là, en pandémie, j'étais obligée d'arrêter, puis d'arrêter, de prendre un grand respire, puis aussi d'apprécier chaque petite victoire, puis chacun des moments, puis d'être vraiment plus, en fait, dans mes souliers, dans le moment présent. Fait que oui, c'est un exercice douloureux pour moi, ralentir, mais nécessaire. On ne rajeunit pas, on prend l'expérience, mais on prend aussi des rides, des années. Donc, je pense qu'à un moment donné, j'ai eu mon corps qui me dit ouais, la grande, je pense pas qu'on va pouvoir continuer encore 15 ans comme les 15 dernières années. Fait que c'était un bon moment pour que je ralentisse. Puis la bonne nouvelle, c'est que j'ai une super bonne équipe de travail. En réalité, moi, j'ai un comité de gestion, ce qui fait que si je suis pas là, ils sont quand même 8 autres personnes à pouvoir prendre des décisions dans le meilleur intérêt de l'entreprise. Donc, ça assure la continuité des opérations. Fait que je peux ralentir maintenant. Est-ce que je veux? Mais là, le reste, ça m'a parti. Justement, est-ce que bon, ça fait pas si longtemps que ça, en fait, donc que tu as vraiment ralenti. C'est quoi les bienfaits que tu vois de ralentir? Est-ce que tu as déjà commencé à en voir ou c'est encore vraiment juste de la lutte? Non, à plusieurs reprises, j'ai tenté de ralentir, là. Tu sais, je te dirais depuis 3 ans. Puis il y a des petits moments. En fait, c'est que il y a des moments que tu as du succès, puis ça marche, puis après ça, il y a quelque chose qui arrive, soit à l'extérieur ou à l'intérieur, qui fait que tu es à nouveau en déséquilibre. Donc, oui, tu sais, je te dirais, depuis 3 ans, j'ai ralenti. Je vais plus à la même vitesse. Il y a un automne, j'avais travaillé seulement les avant-midi. Écoute, j'avais trouvé ça absolument génial. Je m'étais dit, si je travaille juste les avant-midi, puis je me paye le même salaire, ben ça veut dire que j'ai doublé mon salaire horaire. Fait que là, j'étais bien fière de ma shot. C'est niaiseux de dire ça, mais ça veut dire que je me disais, bon, ben là, si je double mon salaire horaire, ça veut dire que je peux juste faire des tâches à valeur ajoutée. Je peux plus faire des choses qui sont comme pas nécessaires, que quelqu'un d'autre peut faire. Ça fait que, dans le fond, je pense que ralentir, c'est un mind game. C'est pas physique, c'est mental. C'est-à-dire que c'est voir les choses différemment, voir sous un autre angle, s'arrêter pour prendre une distance. Puis c'est absolument nécessaire pour le chef d'entreprise parce que sinon, qui navigue, qui conduit le bateau si tu es en cale avec tout à ramer, je veux dire, puis tu vois pas la tempête, c'est pas possible. Fait que oui, je constate des bénéfices. En fait, c'est sûr que meilleure conciliation famille-travail, ça c'est officiel. C'est quand tu travailles moins ou tu travailles mieux. Je dirais pas que je travaille moins, je dirais que je travaille mieux. Donc, c'est-à-dire peut-être en quantité d'heures, parce que
c'est quoi la mesure? C'est quoi le succès? Est-ce que ça mesure avec la rentabilité, le chiffre d'affaires? C'est quoi travailler fort? Est-ce que ça se mesure avec la quantité d'heures ou avec la qualité du travail? Et je pense que moi, je suis vraiment, tu sais, je l'ai dans le ventre, là, je suis moi-même dans une révolution interne, mentale, du milieu du travail, puis vraiment, je réfléchis beaucoup là-dessus. Puis je pense que les réponses viennent justement lorsqu'on ralentit, lorsqu'on prend une distance, mais lorsqu'on change nos paradigmes de comparaison, puis qu'on arrive à trouver les nôtres, puis ceux qui créent réellement du sens pour nous. Est-ce que tu dirais que tu as pris plus conscience de la valeur du temps? Oui, ça c'est sûr. Puis parce que plus que tu y es, plus que ça va vite, plus que le temps s'accélère. Puis ouais, la valeur du temps, je te dirais ça, ça, c'est cette année vraiment que je me suis sentie midlife, tu sais, dans le sens que j'ai à ma fête, j'ai 44 ans, je me suis dit 44 fois 2, 88. Oh, je suis midlife, qu'est-ce que je mets dans le reste de cette vie-là, tu sais? Fait que oui, la valeur du temps, la préciosité, pas gaspiller de temps, mais aussi bien utiliser son temps, mais c'est quoi bien l'utiliser? Moi, j'étais spécialiste de l'optimisation, là. Je calculais tout, tu sais, je calculais même la rentabilité de changer de soulier parce que j'étais tellement dans le jus que si, mettons, j'allais prendre une marche, ça vaut-il la peine que je prenne du temps pour changer de soulier ou je m'endure dans ces souliers-là? Parce que comme... Fait que là, c'est rendu loin, tu sais, à force de vouloir toujours optimiser. Puis en réalité, tu te rends compte au bout de la journée, tu n'es pas plus satisfait de ce que tu as accompli. Fait que je pense que euh, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment voir tout ça dans sa globalité, puis prendre un recul, puis réaliser à quel point, quand ça va vite, on n'est pas capable de prendre les bonnes décisions, puis on n'est pas capable d'avoir les bonnes mesures, tout simplement. Notre perception est biaisée. Fait que, ouais, ça c'est... Oui, j'ai réalisé que le temps était vraiment précieux. C'est un beau constat à faire. Puis je trouve que quand même à 44 ans, 40 ans, c'est un beau moment quand même. Il est vraiment pas trop tard pour le faire. Puis c'est un Non, beau non, leg non. à faire à tes enfants. Oui, aux enfants, puis aussi, je te dirais, c'est un leg collectif qu'on peut, tu sais, on peut se parler de ça, puis de co-créer ensemble. C'est quoi le nouveau monde du travail, puis comment est-ce qu'on veut intégrer plus de conscience, puis plus de capacité à être heureux finalement, parce que si tout va vite, puis je suis jamais contente, puis j'arrive jamais à la fin de mes tâches, comment est-ce que je rentre du travail à la maison? Je suis brûlée, je suis pas contente, je suis impatiente, tout ça. Moi, je pense vraiment que d'induire plus de conscience, plus de cohérence, puis plus de lenteur, même si en bout de ligne, tout continue à aller vite, puis on a quand même des impératifs de productivité. On est une entreprise de production, fait que, tu sais, comme induire de la lenteur, c'est pas nécessairement étiqueter moins de savon quand tu es en finition. Puis ça, c'est difficile à comprendre. C'est malgré tout ce qui se passe autour, faire une chose à la fois bien, avec la satisfaction du travail accompli, avoir comme un objectif réaliste, puis finir la journée en ayant accompli cet objectif-là, s'en aller chez soi content, puis en ayant hâte de revenir le lendemain, tu sais, fait que ça, c'est vraiment une révolution dans le monde du travail. Ça, c'est à développer. On est au début je pense, de ce genre de mindset-là, puis je pense que c'est vraiment à propager, à, à populariser, à étendre parce que les gens sont pas heureux. Puis, ils sont pas heureux, donc ils consomment trop mal, n'importe comment. Ils s'engourdissent. Ils sont plus malades, ils manquent plus. Faut arrêter de penser que ralentir, c'est le contraire de productivité. Tu sais. Exactement, ça c'est une autre affaire. Le repos, c'est un ami de la productivité. C'est pas le contraire. Donc, si j'arrive à avoir des moments de repos,
où est-ce que mon cerveau est vraiment capable d'aller chercher l'air dont il a besoin, mais je vais ensuite maximiser la suite. C'est pas... c'est ça. Ça aussi, c'est pas nécessairement si évident que ça tant que tu l'as pas expérimenté. Mais comment est-ce que je peux arriver à nourrir mon équipe, nourrir c'est ça, mes relations avec mes collègues, puis être une personne inspirante, ou juste donner un minimum. Si moi, je suis complètement vide, puis mon sac à moi n'est pas rempli. Fait que ça aussi, je l'ai compris. Là, à partir de 2017, j'ai pris plus de temps, j'ai voyagé plus, puis j'étais capable de me remplir. Donc, j'avais des meilleures interventions, j'étais le meilleur leader. Fait que j'ai senti la différence, vraiment. Eh bien, Marie-Ève, c'est tout le temps qu'on a. J'aurais parlé encore pendant des heures avec toi. Il y a tellement de sujets qu'on peut parler. Je voulais parler du local, d'achat local. Je voulais parler du fait qu'on a un petit café où on peut aller prendre notre temps et tout. Mais c'est super passionnant quand de t'écouter parce que, tu sais, je l'ai dit tantôt, puis pour vrai, tu es vraiment une pionnière, puis je pense que tu le maîtrises très bien. Fait que je pense que c'est un autre rendez-vous qu'on va se donner à un moment donné pour parler de plus de choses parce que vraiment, merci. Merci de tout ce que tu fais puis de faire rayonner justement tout le zéro déchet, le local, le ralentir. Tu es une très belle ambassadrice de tout ça. Merci, Hélène. Merci pour tes questions pertinentes puis qui sont venues toucher ce qui est vraiment important pour moi en ce moment. J'ai apprécié ce moment-là que j'ai passé avec toi. Merci, c'était vraiment super intéressant. Merci pour tes belles réponses. Alors, Marie-Ève, le jour de la savonnerie des diligences, merci. Et Merci. je vous souhaite une belle fin de journée à tous. Au revoir. Merci. Bye bye.